watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update sur l'affaire Blake Lively, Justin Baldoni. Je sais pas pourquoi, je pensais que ça se calmerait et en fait non, ça ne se calme pas. Donc voilà, on va aborder plusieurs articles qui nous relatent un petit peu les derniers événements depuis la dernière fois. Donc je reviens au 18 mars, sachant que la pire news, elle est toute récente, donc je vous en parlerai à la fin, mais c'est quelque chose qui m'a choquée et qui m'a du coup apporté un regard supplémentaire sur cette affaire. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors, le 18 mars, il était question donc de ce fameux personnage de Nicepool dans le film Deadpool et Wolverine. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo là-dessus où beaucoup soupçonnaient, on avait compris quand même, que Nicepool était complètement inspiré, que c'était uniquement pour se foutre de Justin Baldoni que Ryan Reynolds avait créé ce personnage. Ryan Reynolds affirme que Justin Baldoni tente de restreindre sa liberté d'expression en le poursuivant pour diffamation. Ryan Reynolds soutient qu'il n'a pas pu diffamer Justin Baldoni car il croit sincèrement que le réalisateur de Jamais Plus a un comportement de prédateur. Pour bien comprendre, Ryan Reynolds, il veut que la plainte contre lui soit rejetée. Et le personnage de Nicepool, en gros, là, d'après ce qu'il dit, ça va, Justin, tu vas pas le prendre si mal, c'est bon, un peu de second degré, quoi. Et puis de toute façon, Nicepool, et ce que je dis, c'est pas des conneries, étant donné que je pense que tu es vraiment un prédateur et j'ai le droit de me foutre de toi. Voilà un petit peu, je vous résume avec des mots très simples, je vulgarise le truc à mort. Mais en gros, selon Ryan Reynolds, il n'y a pas de souci, il peut se foutre de Justin dans Deadpool, il n'y a pas de problème. L'affaire de Monsieur Baldoni semble reposer entièrement sur le fait que Monsieur Reynolds l'aurait traité en privé de prédateur. Or, le problème est qu'il ne s'agit pas de diffamation, sauf si l'on peut démontrer que M. Reynolds ne croyait pas à la véracité de cette déclaration. La plainte n'allègue rien de tel, bien au contraire. Les allégations qu'elles contiennent suggèrent que M. Reynolds croit sincèrement que M. Baldoni est un prédateur. L'épouse de M. Reynolds a accusé M. Baldoni en privé et dans le cadre de plusieurs plaintes de harcèlement S et de représailles. Comme le souligne la requête de M. Reynolds, M. Baldoni a également ouvertement évoqué son passé de maltraitance envers les femmes et de dépassement des limites du consentement. Par exemple, Justin a déclaré dans un podcast « Je suis sûr d'avoir franchi des limites à l'adolescence et à la vingtaine, sans même y penser, simplement à cause du porno que je consommais ». Les parties Wayfarer affirment que M. Reynolds les a extorquées. Elles affirment qu'il a interféré avec un contrat sans identifier ce contrat, ni les dispositions prétendument violées. Elles réclament 400 millions de dollars de dommages et intérêts sans rien expliquer sur les personnes ayant subi cette perte, dans quelle proportion, à la suite de quelle réclamation, ni sur les causes immédiates de ces pertes. Nous espérons que cette action en justice sera rejetée, répondant aux accusations selon lesquelles il aurait qualifié Justin de prédateur lors d'un appel avec WME. Il affirme que la plainte doit détailler les détails de la conversation, notamment le contenu, la date et le contexte. Alors, je cite l'avocat de Ryan Reynolds, « L'absence de ces détails rend impossible, par exemple, de déterminer si ces déclarations relèvent du délai de prescription d'un an applicable en matière de diffamation. Et indépendamment de la question de savoir si Justin peut ou non remplir les conditions requises pour alléguer une diffamation, Ryan Reynolds affirme que ces propos doivent être interprétés comme une opinion plutôt que comme un fait. Alors, les avocats du couple, donc Mike Gottlieb et Ezra Hudson, ont déclaré que les propos de Ryan Reynolds étaient protégés par la Constitution américaine. Ryan Reynolds a le droit, en vertu du premier amendement, de tenir M. Baldoni ou tout homme qui, selon M. Ryan Reynolds, a harcelé intimement sa femme dans un profond mépris. Et dans un communiqué, on a Brian Friedman, donc l'avocat de Justin, qui a déclaré que Ryan Reynolds continuait d'exploiter son énorme pouvoir à Hollywood, demandant cette fois avec arrogance son renvoi de l'affaire, malgré une implication publiquement documentée, allant bien au-delà du simple rôle de conjoint solidaire. Et il a ajouté que l'acteur était un acteur clé du stratagème diffamant Justin à Hollywood, forçant WME à abandonner Justin Baldoni comme client et essayant de détruire la carrière de Justin par tous les moyens possibles. Ses empreintes digitales sont présentes depuis le premier jour dans cette campagne de diffamation.
contre Justin et l'équipe Wayfarer. Monsieur Reynolds tente à présent de réduire des plaintes clairement identifiables à des sentiments blessés, envoyant ainsi un message clair selon lequel l'intimidation est acceptable. Après avoir craqué une allumette, Monsieur Reynolds cherche maintenant à fuir les flammes. Ça ne marchera pas. Les accusations des parties Wayfarer contre lui sont réelles et sérieuses. Monsieur Reynolds peut apparaître dans autant de sketchs qu'il le souhaite et tenter timidement de minimiser sa situation actuelle, mais nous ne nous arrêterons pas tant qu'il n'aura pas rendu compte de ses actes. Donc, Ryan Reynolds, voilà, par rapport à tout ça, donc il estime que la plainte contre lui devrait être rejetée. Et bah du coup, 2 jours après, Blake fait pareil. Donc le 20 mars, elle demande officiellement le rejet de la plainte à 400 millions de dollars déposée par Justin. L'action judiciaire, pour rappel, vise également donc Ryan Reynolds, le New York Times, leur publiciste à Blake et Ryan, Leslie Sloan, ainsi que son agence de com Vision PR. Les avocats de Blake Lively sollicitent un rejet pur et simple des accusations. Alors, je vous cite, « La Cour devrait rejeter toutes les accusations contre Madame Lively avec préjudice, refuser toute autorisation de modification et accorder à Madame Lively tous les recours demandés. » Ils veulent que Justin paye tous les frais d'avocat. Alors, ça devient vicieux. Suivez. Cette requête repose notamment sur la loi californienne AB 933, entrée en vigueur en octobre 2023. Ce texte protège les personnes dénonçant des faits de harcèlement S, même publiquement, et prévoit des sanctions contre les tentatives judiciaires visant à faire taire ces dénonciations. Ces avocats souhaitent rappeler que c'est son courage de dénoncer des actes de harcèlement qui l'ont menée à être accusée de diffamation et qu'elle ne mérite pas d'être punie pour ça. Ils dénoncent également une tentative de manipulation médiatique. La plainte de Justin est qualifiée de simple outil de communication publique destiné à faire avancer la campagne sinistre des partis Wayfarer pour enterrer et détruire Blake Lively pour avoir pris la parole. Il demande également l'ouverture d'une procédure pour évaluer les frais d'avocat ainsi que des dommages triplés et punitifs. Ils estiment que cette plainte est un abus manifeste de procédure qui n'a pas sa place dans un tribunal fédéral. Alors le même jour, jeudi 20 mars, Brian Friedman, l'avocat de Justin, a publié une déclaration après que Blake ait tenté de se retirer du procès. Alors, je vous la cite. « La récente requête de Madame Lively visant à se retirer du désastre qu'elle a elle-même provoqué est l'un des exemples les plus odieux d'abus de notre système judiciaire. Des règles strictes sont mises en place pour protéger les innocents et permettre aux individus de se défendre légitimement. Les lois ne sont pas censées être détournées et manipulées par des élites privilégiées pour servir leurs intérêts personnels. Comme nous l'avons dit, en réponse aux mêmes mesures lâches de M. Reynolds, nous continuerons de tenir Mme Lively responsable de ses actes de pure malveillance, notamment ses fausses accusations de harcèlement et de représailles contre mes clients. Ces allégations fantaisistes seront rapidement démenties au fur et à mesure de l'enquête préliminaire et facilement réfutées par des preuves concrètes. Que Justin est impatient de laver son honneur devant le tribunal. Justin a été détruit par cela. C'est une affaire très grave et de nos jours, la seule façon de vraiment se venger est de prouver son innocence. C'est ce à quoi nous travaillons activement. Cela ne peut donc se faire que devant un tribunal. Et c'est pas fini le même jour, il s'est passé beaucoup de choses. Donc le 20 mars, la publiciste donc de Blake Lively, Leslie Sloan, rappelez-vous, je vous avais dit qu'elle aussi, elle avait déposé une demande pour sortir de ce bourbier. Elle avait dit non, moi je veux plus être attaquée, laissez-moi tranquille, j'ai rien à faire là-dedans. Eh bien le juge a refusé, donc elle reste pour l'instant dans la plainte. Et encore autre chose qui s'est passé le jeudi 20 mars, ça n'a pas arrêté. On a Justin Baldoni et Jennifer Abel, sa publiciste, qui portent plainte contre l'attachée de presse Stephanie Jones. Alors, vous vous rappelez, je vous avais parlé d'elle au tout début de cette affaire parce qu'elle a porté plainte en même temps que Blake Lively contre Justin Baldoni, Jennifer Abel, etc. pour rupture de contrat. Alors rappelez-vous de cette fameuse femme, elle dirige donc l'agence de communication Jones Works et dans cette agence travaillait donc Jennifer Abel. Jennifer Abel, c'est celle qui s'occupait entièrement du dossier de Justin Baldoni lors du lancement du film Jamais plus et en plus avait été engagée Melissa Nathan qui a une autre boîte de com. Stephanie Jones, elle était donc comme je vous dis l'employée de Jennifer Abel, elle a essayé de mettre son grain de sel dans l'histoire et on a bien vu dans les messages que l'équipe de Justin
avait demandé à Stephanie Jones de ne pas se mêler de l'affaire, que c'était Jennifer Abel qui s'occupait de tout. Et pour rappel aussi, je savais parler de cette femme, elle a très très mauvaise réputation, aussi bien auprès de ses clients que de ses employés. Et c'était à peu près aussi à la même période où Jennifer Abel voulait du coup démissionner de Jonesworks, donc elle voulait quitter Stephanie Jones pour créer sa propre agence de com, et Justin voulait la suivre, il voulait la garder, continuer à travailler avec elle. Bon, il s'avère que ça s'était très mal passé entre Stephanie Jones et Jennifer Abel, donc justement on va en reparler. Et cette femme-là, pour rappel aussi, donc elle est importante parce que ce serait elle donc qui aurait fourni tous les SMS, tous les échanges en fait qu'on a vus dans la plainte de Blake, c'est donc Stephanie Jones qui lui a tout fourni, c'est grâce à elle. Alors les SMS dans la plainte de Blake semblaient tous provenir du téléphone de Jennifer Abel, saisi en août 2024, quelques semaines après qu'elle eut informé Stephanie Jones de son départ de l'agence pour créer sa propre agence. Le 21 août 2024, 2 jours avant son dernier jour de travail, Jennifer Abel est arrivée au bureau de Jonesworks à Beverly Hills. Elle a été confrontée à un agent de sécurité imposant, à un expert technique en extraction de données judiciaires et à un avocat assis à une table de conférence submergé de documents. Le chef de cabinet de Stephanie Jones, Gordon Duren, était également présent, arrivé sans prévenir de New York, où Stephanie Jones est basée. Après avoir été conduite, là je vous cite ce qu'il y a dans la plainte, Après avoir été conduite dans la salle de conférence, Jennifer Abel a remarqué que l'agent de sécurité était posté juste devant les portes, entre la salle et l'entrée du bureau, bloquant la sortie. Là, l'avocat a fait un geste en direction des documents et a demandé à Jennifer Abel de les examiner et de les signer. L'avocat a déclaré que Jonesworks soupçonnait Jennifer Abel d'avoir conservé des informations confidentielles sur son ordinateur portable personnel, et Jennifer Abel a été informée que Jonesworks aurait des motifs de poursuite si elle ne leur autorisait pas l'accès. La plainte ajoute que Jennifer Abel, persuadée que son ordinateur ne contenait aucune donnée de ce type, a remis l'appareil. Elle a subi des pressions pour qu'elle rende son téléphone. Elle a accepté à condition que Jonesworks communiquerait immédiatement son numéro de téléphone portable personnel, ce qui permettrait à Jonesworks de prendre possession de l'appareil physique et d'avoir accès sans restriction à son contenu. Après confirmation expresse du directeur de cabinet et de l'avocat de Jonesworks qu'il communiquerait le numéro de téléphone si elle se rendait directement au magasin Verizon, Jennifer Abel leur a remis le téléphone et a été conduite hors du bâtiment sous le regard incrédule de ses collègues. Jennifer Abel a attendu dans un magasin Verizon voisin que Jonesworks lui communique son numéro de téléphone portable personnel. Après 4 heures d'appels désespérés sans réponse, Jennifer Abel a quitté Verizon, paniquée et désespérée. Elle a réalisé que Stephanie Jones l'avait trahie de manière très grave. En refusant de communiquer son numéro de téléphone, Jonesworks avait usurpé ses coordonnées et coupé l'accès de Jennifer Abel à des comptes critiques. En conséquence, Jennifer a perdu l'accès à son iCloud, y compris tous ses SMS, photos et contacts, ses comptes bancaires, ses factures d'électricité, son assurance et pratiquement tous ses autres comptes sensibles. En revanche, Stephanie Jones avait désormais un accès illimité à tout ce qui était stocké sur le portable de Jennifer Abel, ses SMS, ses emails, ses photos personnelles. Tout cela violait les lois du travail californiennes régissant l'emploi d'Abel. Il est indéniable que Stephanie Jones a déclenché cette série d'événements catastrophiques en violant le droit le plus fondamental à la vie privée, tu m'étonnes, ainsi que la confiance restante de ses clients. Ça, c'est ce qu'a déclaré Brian Friedman. Habituée à créer des situations de crise pour les clients qui partent, Stephanie Jones a transmis par malveillance les communications du téléphone qu'elle avait illégalement confisquées à sa partenaire et complice Leslie Sloan, l'attachée de presse personnelle de Blake Lively, immédiatement après son licenciement pour faute grave par Wayfarer en raison de son propre comportement fautif. Oui, parce qu'ils l'ont viré et c'est pour ça qu'après, Stephanie Jones a porté plainte contre eux pour rupture de contrat. Parce qu'ils étaient encore liés à elle pendant plusieurs mois, mais ils ont dit non, toi c'est bon, on en a marre. Du coup, elle a porté plainte. Et rappelez-vous également, quand je vous avais parlé de cette femme, je vous avais dit qu'elle avait eu plein de problèmes avec des clients, dont Dwayne Johnson, également Lauren Sanchez apparemment. En fait, dès qu'elle sent que ses clients veulent partir,
elle commence à faire fuiter des infos qui vont contre ses clients, elle les fait fuiter à la presse, donc là ses clients se retrouvent dans un scandale, et après elle fait genre la sauveuse, elle arrive pour apaiser les choses, pour montrer à ses clients, vous voyez, vous pouvez pas vous passer de moi quoi en fait. C'est tordu mais laissons tomber quoi. Et du coup on découvre qu'elle est copine avec la publiciste de Blake Lively. Ça, je savais pas. La plainte affirme que Stephanie Jones, qui faisait appel à un médium, a ensuite fomenté une campagne de vengeance contre son client Justin et son associé Jennifer Abel, alors qu'ils annonçaient tous deux leur intention de quitter JonesWorks. Stephanie Jones n'aime pas qu'on la quitte. Je vous mets des photos quand je vous parle des personnes, ça vous aidera, j'ai pas envie de vous perdre. Alors, la plainte déposée à ce jour indique que quelques heures seulement après la saisie du téléphone de Jennifer Abel, Leslie Sloan, chargée de com de Blake, a appelé Melissa Nathan, spécialiste en gestion de crise pour Justin Baldoni. Lors de cet appel, Leslie Sloan a dit à Melissa Nathan qu'elle avait vu les SMS de Melissa Nathan, qui ne pouvait provenir que du téléphone de Jennifer Abel, et que Melissa Nathan devait s'attendre à des poursuites. Stephanie Jones avait transmis le contenu du téléphone de Jennifer Abel à Blake Lively et son équipe, sans assignation à comparaître, afin qu'ils puissent décortiquer ses communications et construire un faux récit sur la source de la mauvaise publicité de Blake Lively. J'espère que c'est vrai, je pense, puisque c'est quand même une plainte officielle et tout, parce que justement depuis le début, souvenez-vous, c'était la question qu'on se posait. Est-ce que réellement, Blake Lively, comme elle l'avait mis dans sa plainte, elle avait déposé une assignation à comparaître à Stephanie Jones, enfin plutôt à sa boîte JonesWorks, pour pouvoir mettre la main sur le téléphone de Jennifer Abel et du coup pouvoir accéder à ses communications. Dans la plainte de Blake, déposée en Californie, et l'autre plainte encore qu'elle a faite, il est stipulé que oui, on en avait parlé plus ou moins, c'était le bruit qui courait que elle est où alors cette assignation à comparaître, est-ce qu'on peut la voir? Et bah là apparemment non. Il l'affirme dans la plainte, en tout cas déposée par Justin et Jennifer Abel, qu'il n'y a jamais eu d'assignation à comparaître. Donc ça veut dire que Stephanie Jones n'était pas légalement obligée, comme elle l'a fait penser, de donner le téléphone à Blake Lively, mais elle l'a fait volontairement. Donc vous voyez un peu le coup de Trafalgar, c'est chaud. Franchement là c'est chaud. En transmettant ces documents à Blake Lively, Stephanie Jones savait pertinemment que le contre-coup nuirait pas seulement à Jennifer Abel, mais aussi à ses clients Wayfarer et Baldoni. Bah oui carrément. Suite au stratagème malveillant de Stephanie Jones, la vie de Jennifer Abel a été bouleversée. Sa carrière et sa réputation ont été détruites, ses informations privées ont fuité et sa boîte mail et ses pages sur les réseaux sociaux ont été inondées quotidiennement de menaces, de mort et d'insultes. Oui, c'est vrai, on en a vu un extrait dans la plainte de Justin, parce que Blake Lively dit qu'elle reçoit des menaces de mort, mais on n'en parle pas tellement, mais le clan Justin, je dis le clan, il a aussi reçu des menaces de mort. On l'a vu dans leur plainte. Justin Baldoni, Wayfarer et Melissa Nathan ont également été pris entre deux feux. Stephanie Jones a contacté volontairement l'équipe de Blake Lively, lui offrant ce qu'elle pensait être des munitions contre eux. Elle a manipulé des tonnes de communications privées de Jennifer Abel, qui avec un peu de manipulation et de créativité sans scrupule pouvaient être décortiquées et décontextualisées pour étayer un faux récit à leur sujet. À l'époque, Blake Lively, en difficulté, pansait ses plaies après une série de faux pas promotionnels et d'apparitions publiques dérangeantes, largement médiatisées, qui ont entraîné une avalanche de publicité négative. En transmettant ces documents à Blake Lively, Stephanie Jones savait pertinemment que le retour de bâton s'abattrait non seulement sur Jennifer Abel et Melissa Nathan, mais aussi sur Wayfarer et Justin Baldoni, clients actuels de JonesWorks. C'est quand même fou de vous dire à quel point elle a vraiment enterré son propre client Justin, alors qu'elle travaille pas pour Blake Lively, Stephanie Jones. C'est waouh. Alors, la plainte détaille également la prétendue manœuvre de Stephanie Jones pour contraindre Justin et Wayfarer à respecter son contrat qui devait expirer en 2025. Stephanie Jones a oscillé entre insister pour qu'il ne parle que par l'intermédiaire d'avocats et proférer des menaces de poursuite exigeant des paiements exorbitants pour un travail non effectué et persistant à contester les preuves de son excellent travail. Bien qu'il ne sache pas encore jusqu'où Stephanie Jones est allée,
Wayfarer et Justin Baldoni ont considéré son comportement comme une violation substantielle du contrat et ont informé Stephanie Jones qu'il mettait fin au contrat JonesWorks à compter de fin août. En décembre 2024, l'équipe Wayfarer a finalement pris conscience de l'ampleur de la trahison de Jones, donc au moment où Blake Lively a déposé sa plainte. Alors, suite à la divulgation délibérée et illégale par Stephanie Jones de leurs informations privées, exploitées par l'équipe de Blake Lively pour concocter un récit mensonger et dérangeant à leur sujet, Wayfarer et Justin Baldoni ont subi un préjudice irréparable. Suite à l'annonce coordonnée de la fantastique plainte de Blake Lively auprès du département des droits civiques et à un article explosif du New York Times, Wayfarer et Justin Baldoni sont devenus l'objet du mépris et de la dérision du public. Justin a été injustement qualifié de harceleur S. Ses distinctions ont été retirées et ses projets futurs remis en question. Il en va de même pour Wayfarer, présenté à tort comme un complice d'inconduite S et l'architecte d'une campagne de représailles brutale contre une victime de telles inconduites. Ça pue. Franchement, je vous cache pas que ça pue. Après, cette histoire, elle se complique un petit peu en termes juridiques, parce qu'il y a des plaintes aussi bien déposées en Californie qu'à New York. Donc je ne vous cache pas que ça va être chaud cacao de démêler un petit peu tout ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai regardé justement des vidéos où ce sont des avocats qui s'expriment sur cette affaire. Donc il n'y a aucun parti pris ni rien du tout. Juste, ils expliquent par rapport aux lois ce qu'il est possible de faire, ce qui pourrait potentiellement se produire, etc. etc. En fait, il est à l'heure d'aujourd'hui, hein, là maintenant, en fait, il est impossible d'essayer d'imaginer si ça allait au procès, ce que ça pourrait donner, et même si il est même impossible de savoir si ça peut aller jusqu'au procès. Parce qu'effectivement, avec certaines lois, on peut essayer de tirer les couvertures de son côté. Donc, en fait, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et là, pour vous dire, hein, le fait que Justin Baldoni et Jennifer Abel déposent une plainte contre Stephanie Jones, là encore, c'est un retournement de situation. Parce que là, du coup, on remet Stephanie Jones dans l'histoire. Et on remet également, comme pièce à conviction, si vous voulez, le fameux téléphone par lequel toute l'histoire a démarré. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, je ne suis pas avocate. Le fait que ce téléphone-là, il ait été saisi illégalement et que c'est à cause de ce téléphone que tout a découlé, toute l'argumentation de la plainte de Blake, etc. Mais vous vous rendez compte le bordel que ça va créer? Parce que moi, c'est le truc depuis le début. Hein. Je vous disais, je tique là-dessus, je dis, mais ce téléphone, est-ce que vraiment elle avait le droit de l'avoir? Alors, le fait que là, on sache qu'apparemment, non, mais ça change tout. En fait, si vous voulez, ça change vraiment tout. Alors pour finir, rien à voir, mais quand même, je voulais en parler parce que je vais vous expliquer après. Ça vient de sortir là, depuis 2-3 jours, ça circule un peu partout sur la toile. Des fans ont remarqué quand même que dans le film Deadpool et Wolverine, il y avait Kid Pool. Donc c'est un enfant, un personnage très grossier. Et en fait, Kid Pool, c'est la fille de Ryan Reynolds et Blake Lively, une de leurs filles. C'est Inès, qui a 7 ans. Justement, Ryan Reynolds, le réalisateur, tout ça, ils ont fait une intervention, ils en ont parlé, ils parlaient du tournage. Alors, pour rappel, le réalisateur, c'est Sean Levy. Bon, Wolverine, vous avez compris, hein, Hugh Jackman. Alors, Ryan Reynolds, pour rappel, hein, oui, c'est le père donc de la petite, Inès. Hugh Jackman, c'est leur oncle. Il est considéré en tout cas comme l'oncle des enfants. D'ailleurs, j'ai même appris que Blake Lively et Ryan Reynolds avaient vécu avec Hugh Jackman. Ça vous prouve à quel point ils sont vraiment très très proches, quoi. Et en fait, le réalisateur Sean Levy, il est parrain d'un de leurs enfants, à Blake Lively et Ryan Reynolds. Ok, donc dans ce charmant contexte, on a Ryan Reynolds qui s'est exprimé sur le rôle de sa fille en disant qu'il l'avait persuadée de prononcer cette réplique qu'elle a dû répéter 70 à 500 fois avec des variantes de cette réplique sur le plateau même. Hein. Alors 70 à 500 fois. Pourquoi cette fourchette? Je ne sais pas, mais c'est la fourchette qu'ils ont donnée lors de cette interview. Alors, il a déclaré que Inès était initialement réticente, mais qu'elle a changé d'avis à la dernière minute lorsqu'il lui a suggéré de prendre quelqu'un d'autre à sa place, quoi. Donc finalement, elle a voulu le faire et il rigole en disant qu'il devrait avoir le prix du meilleur père de l'année. En fait, la réplique du film, c'est donc la fille de Ryan Reynolds, hein, on est d'accord, qui dit à son père, Deadpool, « quand j'aurai besoin de ton avis, j'enlèverai la BITE de Wolverine de ta bouche. » Comme le dit Ryan Reynolds, hein, il y avait donc eu plein de variantes dans les répétitions, tout ça, machin, et même dans le script.
Au début, il avait été question que la petite dise le jour où je voudrais ton avis, j'enlèverai sa partie intime à elle de sa bouche. Par exemple, il y a aussi Baby Poulain, c'est leur fils, Olin, au passage. Il dit « J'espère que si j'ai de la chance, ce moment sera l'événement le plus traumatisant, c'est-à-dire le contenu de ce film qui se produira dans votre vie merveilleuse. » Voilà ce qu'il dit à ses enfants. Personnellement, je suis très choquée de ce qui a l'air d'être complètement anodin pour lui. Comment vous expliquer en fait ma position? Pour moi, les enfants, c'est très sacré, faut pas y toucher. Je comprends plus du tout Blake Lively. Comment cette femme, elle a pu être aussi tatillonne sur plein de trucs, tout ce qu'elle reproche à Justin dans sa plainte. Mais par contre, que sa fille de 7 ans dise entre 70 et 500 fois des variantes d'un truc pareil, comment elle accepte que sa gosse, qui en plus voulait pas le faire au début, comment elle accepte ça? Et en plus, ils ont été voir ce film en famille, les gamins allaient tous regarder ça. Alors déjà, la réplique, elle est hyper crue pour un film Disney. Blake et Ryan, est-ce que vous êtes sérieux? Faire dire ça à une enfant, en présence de son père, de son soi-disant oncle, de son soi-disant parrain, cautionné par la mère, parce que c'est pas elle qui est sur le tournage, c'est un body double Lady Pool, donc elle est pas vraiment là, mais elle a cautionné. Il n'y a pas de problème les gens là, Blake et Ryan, quel genre de parents vous êtes? Et c'est la Julie du montage qui vous parle pour vous rajouter une news, parce que cette vidéo, donc je l'ai tournée la semaine dernière. Entre-temps, il s'est passé encore quelque chose qui met Blake carrément, mais alors vraiment carrément dans une position très inconfortable par rapport à toute cette histoire avec Justin Baldoni, car il a été ressorti une image spécifique, une scène plutôt du film Simple Favor, donc c'était le premier, là il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, où on voit le personnage de Blake Lively attraper le service 3 pièces de son mari, interprété par l'acteur Henry Golding. Eh bien, il s'avère que les gens se sont renseignés sur cette scène, les détectives du net, et en fait, il s'avère qu'ils sont retombés sur une interview pour la sortie Blu-ray du film, où Blake Lively admet tranquillement que cette scène a été complètement improvisée. Il n'était pas du tout prévu qu'elle touche aux parties intimes de sa costard, mais elle l'a fait. Elle lui attrape donc de manière assez agressive son entrejambe en disant que c'était ce que son personnage aurait fait. Mais pour rappel, ça n'était pas scripté, ça n'était pas prévu, il n'y avait pas de coordinateur de l'intimité, rien du tout. Ça, c'est purement une agression S, ni plus ni moins. Donc là, je ne vous cache pas que Blake se fait incendiée plus que jamais, elle se fait vraiment traiter d'hypocrite. Elle reproche des baisers à Justin qui n'étaient pas chorégraphiés, mais elle se permet d'attraper le paquet de sa costard sans son consentement, sans son autorisation, sans même en avoir parlé avant. Et c'est confirmé, même le réalisateur le dit, non, c'était pas scripté du tout. Je vous laisse méditer là-dessus, les amis. Voilà, je crois vraiment qu'ils se foutent de nous, mais bien comme il faut. Donc non, en fait, je veux que ça aille jusqu'à la cour de justice. Comme ça, voilà, les crasses de tout le monde seront exposées, et puis ce sera tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous laisse juger par vous-même ce que vous pensez de ça. Voilà, les amis. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve dimanche pour le portrait d'une chanteuse. Rien à voir avec tout ça. Et je vous fais encore plein de gros bisous. Je vous dis donc à dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.